Direction la Chine, où une série d'explosions a fait au moins 2 morts et de nombreux blessés dans la région musulmane chinoise. Une région en proie à des vives tensions interethniques. Les images. Les explosions se sont produites dimanche dans 3 sites distincts, dont un quartier commercial dans le district de Luntai dans le Xinjiang. La cause exacte des détonations n'a pas été fournie par les autorités, mais ces derniers mois, plusieurs attentats ont secoué le Xinjiang, où Pékin est aux prises avec une rébellion islamiste et séparatiste. Une frange de la population de cette région aux confins occidentaux du pays, notamment les Ouïghours, qui en forment la première ethnie, s'est radicalisée ces dernières années et rejette la tutelle chinoise. Nombre de Ouïghours s'estiment colonisés par les nouveaux arrivants de l'ethnie majoritaire en Chine, les Han. Stratégique et riche en ressources naturelles, le Xinjiang a bénéficié des efforts d'investissement du gouvernement central, mais les Ouïghours se disent exclus de la vigoureuse croissance et entravés dans la pratique de leur religion et de leur culture. Les autorités qualifient ces violences de terroristes et séparatistes. Pékin a lancé ces dernières semaines une vaste campagne de répression qui s'est traduite par plus d'une vingtaine d'exécutions annoncées officiellement, des centaines d'interpellations, des condamnations de masse suivant des procès expéditifs et des exhibitions publiques de terroristes. Cette politique risque d'exacerber les tensions, ont prévenu des experts. Une autre destination dans cette édition, manifestation de grande envergure contre l'émission de la Russie en Ukraine. Cette première protestation organisée en Russie depuis le début du conflit a rassemblé plusieurs milliers de personnes dans le centre de Moscou. Reportage. Une manifestation de grande ampleur contre l'ingérence de la Russie en Ukraine. La première, organisée en Russie depuis le début du conflit, a rassemblé plusieurs milliers de personnes dans le centre de Moscou. Un cortège important est parti de la place Pouchkine, dans le centre de la capitale russe, pour marcher pendant près de 2 heures au cri de non à la guerre en Ukraine et stop aux mensonges de Poutine. Cette marche pour la paix a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes, soulignant qu'il s'agit de la toute première manifestation d'ampleur contre la guerre en Ukraine depuis le début du conflit qui oppose les séparatistes pro-russes et militaires ukrainiens. Il s'agit également d'une des plus grandes mobilisations contre le président Vladimir Poutine depuis sa réélection en 2012. Je suis pour la paix en Ukraine. Je veux qu'ils arrêtent les combats et que les gens vivent en paix. Que notre pays se concentre sur l'économie, pas la guerre. Notre pays a une histoire très effrayante et je ne veux pas qu'elle se répète. Trop de sang, trop d'infamie et trop de trahison. Ces gens qui manifestent devraient se rappeler les faits, que Kiev a commencé le conflit et que les forces ukrainiennes tirent sur des civils et des bâtiments abritant des civils. Une marche pour la paix à la veille du référendum controversé en Crimée qui a abouti en mars au rattachement de cette péninsule ukrainienne à la Russie avait été organisée mais sans afficher un nombre aussi impressionnant de participants. La Russie est en effet accusée par Kiev et les Occidentaux de soutenir et d'inspirer la rébellion pro-russe dans le Donbass, lui fournissant armes et matériel et lui prêtant main forte par le biais de son armée régulière, ce que Moscou a toujours démenti. Plusieurs dizaines de personnes sont néanmoins venues clamer leur soutien à l'insurrection pro-russe, bardée de drapeaux de la Nouvelle-Russie et de la République populaire de Donetsk, proclamée par les séparatistes. Le pape François a effectué dimanche une visite d'une journée en Albanie, un pays des Balkans dirigé par une coalition entre musulmans, catholiques et orthodoxes et que le souverain pontife a présenté comme modèle. Il a saisi l'occasion de cette visite pour dénoncer l'utilisation de Dieu comme bouclier par les mouvements fondamentalistes religieux. Les images.
À l'accueil du pape ce dimanche en Albanie, un catholique, le Premier ministre Edi Rama, entouré d'autres membres du gouvernement. Le souverain pontife recevra ensuite l'accueil fervent de plus de 250 000 personnes sur le Grand Boulevard et sur la place Mère Teresa, où il célébrera plus tard une messe. Nombre des personnes présentes sont originaires des pays voisins de l'Albanie, comme le Kosovo. Nous aussi au Kosovo, on est très ravis de la visite du pape en Albanie. Même si le Vatican n'a pas encore reconnu notre État. Mais on est très content de le voir de si près. Je suis énormément fière aujourd'hui. Je suis tellement heureuse que je retiens difficilement les larmes de joie. Dieu est descendu aujourd'hui sur terre. Autre étape de la visite du pape, une rencontre avec le président albanais et les dirigeants orthodoxes, musulmans, bektachi et protestants à l'université catholique du Bon Conseil. Occasion pour le souverain pontife de faire un éloge appuyé du climat de respect et de confiance réciproque entre catholiques, orthodoxes et musulmans dans ce pays. Allusion faite aux exactions des djihadistes de l'organisation de l'État islamique en Syrie et en Irak et à celle de Boko Haram au Nigeria. La religion authentique est source de paix et non de violence. Personne ne peut utiliser le nom de Dieu pour commettre la violence. Tuer au nom de Dieu est un grand sacrilège. Discriminer au nom de Dieu est inhumain. La visite du pape en Albanie s'est achevée dans un centre social à 20 km de Tirana, où il a rencontré, comme il aime le faire, orphelins et handicapés. Place à présent à la une des journaux en Afrique. Toute l'actualité africaine, c'est à travers la revue à vous proposer par la rédaction de Sika. Démarrons la revue de ce jour par la Sierra Leone, où la vie a repris son cours normal ce lundi, après 3 jours de confinement. Les 6 millions d'habitants étaient assignés à domicile vendredi, samedi et dimanche, nous apprend Slate Afrique, qui écrit que dans la région ouest qui comprend la capitale Freetown, l'opération a permis d'identifier 22 nouveaux cas et les équipes mortuaires ont pu enterrer entre 60 et 70 corps. Jeune Afrique, qui traite également de l'information, rapporte les propos de la numéro 2 des services publics de santé sierra-léonaise, Sargan Camara, qui fait constater que l'ordre de rester à domicile a été bien respecté par la population, ce qui a permis aux équipes de campagne de sensibiliser chez elles les familles à Ebola. L'hebdomadaire panafricain d'information évoque également le cas du 2e missionnaire catholique espagnol contaminé par le virus Ebola. À en croire Jeune Afrique, le 2e ressortissant espagnol à être touché a été rapatrié dans la nuit de dimanche à lundi en avion militaire à Madrid, où il est hospitalisé. Au Bénin, c'est le doute qui plane sur la tenue à bonne date des législatives de 2015. Une véritable impasse due à l'indisponibilité d'une liste électorale permanente informatisée fiable. Le quotidien 24 heures au Bénin nous apprend que l'homme politique béninois Adrien Oumbedi, lors d'une dernière sortie médiatique, n'est pas allé du dos de la cuillère pour mettre à nu les intentions du gouvernement à ne pas mettre à la disposition du comité en charge de la correction de la liste électorale permanente les 3 milliards indispensables. Le journal en ligne nous fait lire sur la toile que selon Maître Oumbedi, le dilatoire du gouvernement s'explique par sa volonté manifeste de ne pas vouloir des élections conformément aux tests de la République. Le quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune, pour sa part, croit savoir que les élections législatives et présidentielles risquent, tout comme les communales, de ne pas se tenir à bonne date. Le tabloïd nous informe de ce que le président du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Oumbedi, a affirmé que le gouvernement avait un plan qui consiste à réviser la Constitution par ordonnance en sautant le verrou de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, en Ouganda, il n'est pas question d'élection, mais de préservatifs. Les Ougandais sont en rogne, nous apprend Afrique.com. La raison, les préservatifs commercialisés dans ce pays et qui sont de taille standard sont trop petits. Les préservatifs éclateraient lors des rapports sexuels, poursuit le site africain d'information, qui ajoute que cette situation a poussé le gouvernement à lancer un appel urgent pour la commercialisation de préservatifs de plus grande taille dans le but de ne pas favoriser la propagation du sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles.
des préservatifs de taille XXL. En tout cas, ce ne sont pas des Ougandaises qui s'en plaignent. Merci de votre attention. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.